bonjour à tous. Il est 18h30 et vous êtes près de 370 inscrits. 370 inscrits à ce 11e webinaire du CEMA. Ça fait à peu près un an que le CEMA propose des webinaires quasi mensuels. On avait commencé en avril 2020 avec une star de la médiation, Jacqueline Morino, et aujourd'hui aussi, on aura une star de la médiation et quelqu'un qui va l'accompagner, qui va animer ce webinaire, qui est aussi une star à sa façon. Alors, donc vous êtes près de 370 inscrits pour ce 11e webinaire du CEMA que nous organisons, et ça c'est une première, en partenariat avec l'Association des médiateurs humanistes, l'AMH. Et le thème de ce soir, c'est un thème qui était polémique quand j'ai commencé la médiation il y a 17 ans maintenant. Il y a 17 ans, donc en 2004, un thème polémique et qui à présent continue de faire débat entre les médiateurs familiaux. Le thème de ce soir, de ce 11e webinaire du CEMA, c'est l'écoute de l'enfant en médiation. Avant de commencer et en attendant qu'une majeure partie des plus de 360 inscrits, près de 370 se joignent à nous, j'en profite pour vous donner une précision aux personnes qui nous regardent et nous écoutent pour la première fois, pour vous repréciser quelque chose pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'assister à nos webinaires. Alors, vous pourrez poser toutes vos questions sur le Q&R, questions et réponses. Donc, il se trouve en bas de votre écran, vous avez le Q&R. Vous pourrez également faire toutes vos remarques et tous vos commentaires sur le chat. Alors, parfois, il y a des personnes qui, sur le chat, posent des questions. Ce n'est pas grave. Idéalement, c'est les questions sur le Q&R et idéalement, c'est les remarques et les commentaires sur le chat. Et sur le chat, ce que je veux bien que vous puissiez faire, c'est indiquer l'endroit d'où vous nous suivez. Alors, je crois savoir qu'il y a des personnes du Liban, de Tunisie, de Suisse, d'un peu partout en France, et j'imagine encore d'autres endroits. Et si, dernière précision, si vous souhaitez une attestation de formation pour avoir suivi ce webinaire ou les précédents, vous pouvez faire une demande sur notre site semafor.org si vous souhaitez une attestation de formation, ce qui implique que vous puissiez être connecté au moins 1 heure. À défaut de quoi, ça va être compliqué de vous délivrer une attestation de formation. Donc, je le disais, pour ce 11e webinaire 2021 en partenariat avec l'Association des médiateurs humanistes, l'AMH, nous allons nous pencher sur un paradoxe. Certains d'entre vous savent déjà que je raffole des paradoxes, et là, c'est un gros paradoxe de la médiation familiale. Quel est ce paradoxe? Le plus souvent, les médiations familiales tournent autour de l'enfant et ont pour objet notamment la question de sa garde. Pour autant, le plus souvent aussi, l'enfant reste le grand absent de l'espace de médiation familiale. Comment expliquer que les médiateurs familiaux hésitent à accueillir les enfants en médiation familiale? Alors qu'a priori, on pourrait penser que l'espace de médiation familiale qui tourne autour d'eux, puisque souvent l'objet de la médiation familiale, c'est la question de la garde des enfants, eh bien, on pourrait penser que cet espace leur est dévolu. Et non, c'est encore assez rare de voir des enfants en médiation familiale. Alors, on peut avancer 3 raisons qui expliquent cette absence des enfants en médiation familiale. 3 raisons qui sont loin d'être exhaustives. Donc, il y en a beaucoup d'autres. Premièrement, première raison, certains médiateurs qui sont fidèles à l'étymologie du mot enfance, enfance, considèrent que les enfants n'ont rien à dire, ils sont coupés de l'accès à la parole. Pas simplement les petits-enfants, mais également les enfants qui auraient l'âge de raison, voire même les adolescents.
Et ça rejoint la deuxième raison. Certains médiateurs voient, et c'est la deuxième raison, voient bien que l'enfant parle, et notamment l'adolescent, mais ils craignent les risques d'instrumentalisation de l'enfant dans le conflit parental, voire de l'adolescent. On a fait un webinaire sur le phénomène de l'emprise. Et cette connaissance des phénomènes de l'emprise ou cette croyance dans les phénomènes de l'emprise peut expliquer que même un enfant qui parle, un adolescent qui sait parfaitement s'exprimer, eh bien, on aura du mal à l'écouter parce qu'on se dit qu'il est peut-être instrumentalisé par un des parents. Troisième raison alléguée, qui explique que les enfants ou les adolescents ne sont pas nécessairement entendus dans l'espace de médiation. Certains médiateurs qui croient malgré tout, bel et bien, en la parole de l'enfant, en la parole de l'adolescent, qui ne croient pas nécessairement qu'il y ait un phénomène d'emprise, qui ne croient pas nécessairement qu'il y ait une instrumentalisation possible, et qui sont prêts à écouter les enfants et les adolescents, eh bien, ces médiateurs, malgré tout, par manque de formation appropriée, ne savent pas comment s'y prendre. Et ne sachant pas comment s'y prendre, eh bien, préfèrent ne pas les écouter. Or, les expériences démontrent que l'introduction de l'enfant en médiation familiale peut permettre de sensibiliser les parents aux besoins réels de l'enfant et les aider, les parents, à prendre des décisions plus éclairées pour tous et plus particulièrement pour les enfants qui sont le plus souvent les objets du conflit familial. Alors, plusieurs questions se posent. Quand est-ce que la présence des enfants en médiation est appropriée? Est-ce qu'il faut conclure un contrat spécifique avec les parents pour permettre cet accueil de l'enfant dans un espace confidentiel, dans un espace où chacun doit être à égalité? Est-ce qu'il faut préparer l'enfant et l'adolescent à être entendus? Pour répondre à ces questions et à toutes celles que vous pourrez vous poser tout au long de ce webinaire et toutes les questions que vous pourrez vous poser, eh bien, je les relayerai. J'ai l'honneur d'accueillir, je vous ai dit qu'on aurait une star ce soir, donc j'ai l'honneur d'accueillir Madame Lorraine Fillon. Bonsoir Lorraine. Alors moi, je vais vous dire bonjour parce que il est midi 40 au Québec, donc salutations à tous. Bonjour Lorraine. Alors vous êtes, donc ce webinaire, on l'avait mis à 18h30 parce que comme ça vous laissait le temps aussi avec le décalage horaire d'être avec nous à l'heure du déjeuner. Nous, on va bientôt dîner. Lorraine, donc vous êtes, je disais, vous êtes une star de la médiation. Je pense que tout le monde vous connaît ou a entendu parler de vous. Vous êtes médiatrice familiale, vous êtes travailleuse sociale, coach, formatrice, et vous faites partie de ces médiatrices qui ont ouvert des chemins à une époque où la médiation familiale en était encore assez balbutiement en France. Pendant plus de 35 ans, vous avez dirigé le service de médiation et d'expertise auprès de la Cour supérieure de Montréal. Et au début des années 90, donc ça date, vous avez mis en place des groupes de parole pour les enfants et des groupes de parents séparés. Tout ça au Québec. Et depuis 2012, vous offrez des ateliers de communication aux parents séparés afin que ceux-ci puissent restaurer ou maintenir une coparentalité coopérative et une communication fonctionnelle. À vos côtés, pour animer ce soir ce webinaire sur l'écoute de l'enfant, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marion Decailleux, que certains d'entre vous ont déjà pu entendre lors de notre 7e webinaire sur la médiation et la méditation. Bonsoir Anne-Marion. Bonsoir Catherine et bonsoir Lorraine et bonsoir Bonsoir. à tous. C'est Bonsoir. vraiment formidable de se retrouver avec des personnes de partout en France, en Europe et dans le monde pour parler de ce sujet qui nous tient tant à cœur. Alors Anne-Marion, tu es avec nous à un quadruple titre, on pourrait dire. Tout d'abord, tu es médiatrice familiale diplômée d'État et avocate en matière familiale. Ensuite, tu t'es formée et tu formes spécifiquement à l'écoute de l'enfant. De surcroît, et c'est la troisième raison, tu viens de créer le premier DU auditeur d'enfants. Et enfin, tu es la responsable de la commission enfance et adolescence
de l'Association des médiateurs humanistes, raison pour laquelle ce webinaire se fait en partenariat avec l'AMH. Donc c'est toi l'animatrice, je vais te laisser la parole avant de vous retrouver dans 1h30 pour clore ce webinaire. Et d'ici là, je transmettrai toutes les questions que vous pourrez avoir sur les questions et réponses, voire sur le chat, à Anne-Marion. Merci Catherine. Il y a une cinquième raison, c'est nos liens d'amitié entre nous, entre Lorraine et moi, et avec le CEMA, que je remercie et que je félicite pour l'œuvre que vous déployez, les webinaires, l'œuvre de formation. Et donc, c'est aussi pour ça, et j'ai envie de vous dire avant toute chose, que je suis là. Et vraiment, je suis vraiment ravie. Et là, je vais commencer à m'adresser à Lorraine, puisque c'est elle qu'on doit écouter maintenant. Lorraine, je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir discuter avec toi et d'animer ce webinaire ce soir, d'apprendre plein de choses sur l'enfant dans la médiation familiale et donc plus précisément l'écoute de sa parole dans la médiation familiale. Et j'ai envie de commencer par une question un peu personnelle, Lorraine, si ça ne te gêne pas, c'est de savoir toi, Lorraine Fillon, qu'est-ce qui t'a donné envie de recevoir les enfants dans ton espace de médiation ? Alors, ben, écoutez, moi, je suis honorée d'être là. Je ne sais pas si je suis une star de la médiation, mais j'ai, oui, plusieurs années de pratique, mais je voudrais en profiter pour dire que on a eu tellement de beaux échanges, particulièrement avec la France, sur cette question de médiation dès le début des années 80. Et donc, on a pu ensemble développer, en fait, échanger des connaissances et que ce soit avec la Belgique, la France ou d'autres pays. Ce qui est chouette, c'est que chacun a développé son modèle de médiation appliqué à sa culture, à son pays. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à recevoir les enfants en médiation? Ben, c'est que j'ai toujours, j'aime les enfants, je pense que la première chose. Je crois en leurs compétences et leur créativité. Donc, comme travailleuse sociale, avant de faire de la médiation familiale, je rencontrais des enfants, je travaillais dans une école. Donc, j'ai toujours baigné dans un milieu d'enfants, alors qu'à l'époque, je n'avais même pas moi-même d'enfants. Et ce qui m'a fasciné, c'est effectivement, malgré les difficultés qu'ils rencontraient, ils étaient résilients et ils avaient des solutions auxquelles ni les professionnels ni les parents n'avaient pensé. Et pour moi, ça allait naturellement, quand j'ai commencé la médiation au début des années 80, de les inviter. Et comme l'a si bien dit Agnès Van Cott, médiatrice familiale française, elle a écrit là-dessus sur ouvrir la porte à l'enfant dans la médiation de ses parents. Je pense que de plus en plus, c'est un peu symbolique ce que je vais vous dire, mais il y avait avant des portes complètement fermées. Hein. Vous voyez derrière moi des portes complètement fermées, mais je trouve que c'est chouette qu'on puisse commencer à entrouvrir la porte et oser. Je pense que c'est oser faire quelque chose de différent. Hein? Je pense que ce serait ça peut-être le message que j'aimerais passer aux gens qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens qui ont peur de rencontrer les enfants. Catherine l'a dit, elle a dit que c'était en référence à un manque de formation, mais je pense que c'est peur aussi de leur causer plus de tort dans cette question de les amener encore plus dans le conflit. Mais toutes ces peurs-là, pas qu'elles s'avèrent non fondées, mais elles peuvent s'éclipser justement si on ose tenter de le faire, mais avec quand même des compétences et des stratégies. Alors voilà, c'est ce qui m'a amené spontanément à les inviter et je n'ai jamais regretté et je ne regrette pas non plus aujourd'hui de le faire. Oui. Ce que j'entends, Lorraine, c'est que le point de départ, c'est ton amour des enfants et surtout la Oui. confiance que tu leur portes. Oui. Et de voir à quel point pour travailler avec eux, ils sont résilients, ils sont créatifs, ils sont intelligents et eux-mêmes, en fait, ils savent trouver des solutions auxquelles les parents ne pensent pas. Donc, j'ai envie de te dire, pour toi, d'une manière générale, alors qu'est-ce que ça apporte la parole des enfants en médiation? Qu'est-ce que ça apporte aux enfants? Qu'est-ce que ça apporte aux adultes? Qu'est-ce que ça apporte aux médiateurs?
Qu'est-ce que ça apporte à la médiation? Pardon, il y a 4 questions dans ma question. Oui, celle-là, Je ne vais on va y pas aller. quoi, mais en tout cas, parce que je Oui. pense que j'aime bien cette idée de voir ce que ça apporte à chacun et aussi au processus et aussi au médiateur. Donc, à l'enfant, aux parents, à la médiation Et au et au médiateur. médiateur. Mmh. D'accord. Ben, on va commencer par l'enfant parce que c'est le plus important. À l'enfant, l'enfant aime être entendu. Il demande à être entendu. On a des études internationales qui le démontrent. Il y a la Convention des droits de l'enfant où on dit même que c'est un devoir puis qu'il faut l'entendre. Mais les enfants ont besoin d'être entendus. Ils aiment être entendus et donc c'est le premier bienfait. Maintenant, si on y reverra sûrement plus tard sur comment les accueillir avec un cadre et tout, mais ils ont aussi la capacité de dire à leurs parents beaucoup plus grande qu'on le prétend. Et c'est là d'où viennent toutes ces peurs de ne pas leur permettre de dire à leurs parents directement. Donc, le bien, le bien que ça fait à l'enfant, c'est d'avoir une écoute bienveillante, empathique. Il ne faut pas oublier que le cadre de la médiation permet la confidentialité. Alors, l'enfant sait qu'il va être entendu dans un cadre confidentiel et ça ouvre incroyable, ça lui permet davantage de s'ouvrir. Qu'est-ce que ça apporte aux parents? Ben, le premier bienfait, c'est que d'ailleurs, les parents qui viennent en médiation selon leur type de conflit, mais souvent, ils pensent qu'ils connaissent leur enfant, hein, c'est sûr, et ils vont écouter leur enfant avec un filtre qui est le leur. Et souvent, on dit que l'écoute est sélective, ils vont nous rapporter hein, les paroles de leur enfant. Donc, une mère qui dit, je sais que mon enfant est beaucoup mieux avec moi qu'avec son père, puis l'enfant dit l'inverse au père. Alors, et là, quand il va avoir la chance de parler au médiateur, avec cette écoute neutre et confidentielle et impartiale, il va dire autre chose. C'est comme une troisième parole. Et attention, il y aura une quatrième parole qui est celle qui va être transmise après, soit directement par l'enfant, parce que c'est pas tout qui va être transmis. Alors, qu'est-ce que ça apporte aux parents? Ça apporte quelque chose de différent et ça leur permet de connaître mieux les besoins de leur enfant. Et ça met un doute sur une certitude. Hein. D'ailleurs, je les prépare toujours. Je dis, Madame, Monsieur, c'est possible que votre enfant aujourd'hui vous dise quelque chose de nouveau. Ah non, Madame. Bien sûr, vous connaissiez votre enfant depuis longtemps. Moi, c'est la première fois que je le rencontre, bien sûr. Mais ça se peut aussi qu'il vous dise des choses différentes que vous n'avez pas entendues jusqu'à ce jour. Ah, là, ça commence à semer un doute sur une certitude du parent. Et ça se peut que votre enfant vous dise des choses complètement nouvelles auxquelles personne n'avait pensé. Alors donc, voilà, et vous êtes venu aujourd'hui pour écouter votre enfant. Donc, soit l'enfant va dire directement, ça c'est la partie familiale de la rencontre. Et le plus souvent, dans mon expérience, hein, j'ai très peu en mémoire de rencontres qui se sont mal déroulées. Par contre, il faut bien les préparer et ce n'est pas dans toutes les situations qu'on fait intervenir l'enfant. Mais si c'est bien préparé, si les parents acceptent d'être à l'écoute avec un minimum de respect et de courtoisie à leur égard, et on reverra tout à l'heure, ça va vraiment, et souvent les parents sont, disons, déstabilisés. Ah bon? Par exemple, un enfant qui dit, tu sais, maman, j'aimerais beaucoup revoir papa, mais si tu étais d'accord. Oups. Elle a toujours dit à sa mère qu'elle ne voulait pas le voir, mais là, aujourd'hui, avec l'aide du médiateur, elle va lui dire si tu étais d'accord. Et c'est ce petit si tu étais d'accord que la mère dit ah bon, mais je t'ai toujours dit que j'étais d'accord, mais c'est toi qui ne voulais pas. Oups. Alors donc, on est en train d'ouvrir sur quelque chose de différent. Qu'est-ce que ça apporte à la médiation? Ben, le premier rôle du médiateur, moi, je dis que c'est un passeur de parole.
Et là, je citerai mon ami Pierre Grand qui souvent utilise cette expression que je trouve superbe. Un passeur de parole. Donc, on aide les gens à se parler et là, on va aider les parents à écouter la parole de l'enfant. Donc, on est encore un passeur de parole, d'aider effectivement l'enfant à s'exprimer. Donc, c'est un plus, je dirais, pour la médiation parce qu'on est là pour favoriser que les gens puissent communiquer ensemble. Et moi, je dis, c'est plus important ça que l'entente. Hein, des fois, les gens disent, ah, Madame Fillon, la médiation, c'est pour aider les gens à s'entendre. Je dis, oui, si c'est possible, tant mieux. Mais d'abord, c'est pour entendre la parole de l'autre et entendre peut-être la parole de l'enfant et des fois entendre sa propre parole qui devient différente dans le lieu de médiation parce que le cadre ne permet pas quand même qu'on puisse exploser. Alors, donc, c'est vraiment un plus pour la médiation. Qu'est-ce que ça apporte au médiateur? Bien, évidemment, pour le médiateur, c'est s'il accepte de rencontrer l'enfant, de lui donner une place et de l'inviter, ça va lui permettre effectivement aussi d'apprendre quelque chose de nouveau, de différent et de créateur, parce que l'enfant, c'est ce qui va lui apporter. Les enfants sont, je vous dirais, là, incroyables de créativité et même dans les situations les plus détériorées que j'ai rencontrées et complexes, l'enfant peut apporter une solution intéressante. Donc voilà, je ne sais pas, je vous dis ça en Marion là pour le moment. Voilà. Eh bien, ça fait envie, c'est-à-dire qu'on entend que l'enfant, là, il a un lieu grâce à l'écoute bienveillante où il peut dire quelque chose de différent de ce qu'il dit dans le cercle familial. Il y a une parole au père, à la mère, et puis il y en a une autre dans l'espace de la médiation. Et donc, pour l'enfant, ça ouvre, ça lui fait du bien. Les parents, ça les déstabilise, mais au fond, ils apprennent quelque chose de leur enfant, ils découvrent, il y a des levées de malentendus. Donc, pour la médiation, c'est formidable puisque la parole circule. Et le médiateur, lui, il a beaucoup de plaisir parce qu'il est dans le jaillissement de la nouveauté, de la création dans cet espace. Et alors, à l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y a des inconvénients à recevoir les enfants en médiation? Est-ce qu'il y a un danger à exposer les enfants? Ou est-ce que c'est dans certaines situations? Bien sûr. Donc, la première chose à retenir là-dessus, c'est que la décision de rencontrer ou d'inviter l'enfant à venir en médiation doit être une décision stratégique du médiateur. Ce n'est pas la décision d'un parent qui d'ailleurs veut nous l'imposer. Il faut résister. Dans les situations de haut conflit, il y a parfois le parent qui nous amène l'enfant au premier entretien de médiation. Et peut-être sûrement que vous avez des cas semblables en Europe. Donc, le parent qui nous l'amène, qui est le parent gardien ou hébergeant, qui nous dit, ben, je vous ai amené Coralie ce matin, ça va aller vite, Madame Fillon, vous allez voir, elle va vous dire qu'elle veut plus voir son père. Donc, voilà. Donc, Coralie, par exemple, a 6 ans. Non, on ne va pas rencontrer l'enfant le premier entretien de médiation. Alors, ce n'est pas approprié. Il y a des situations, donc on va le rencontrer peut-être plus tard, mais pour moi, je pense qu'il faut faire attention les toujours et les jamais. Ce sont d'ailleurs des paroles qui sont souvent utilisées par les gens en conflit. Hein. Ils n'étaient jamais à l'heure, elle était toujours en colère, bon, alors qu'on sait que c'est gris. Donc, c'est une évaluation constante. Alors, c'est une question que je me pose en disant, est-ce que ce serait utile, est-ce que aux parents, à la médiation, et je résiste quand les parents insistent pour le faire au début. Alors, donc, c'est plutôt plus tard. Maintenant, il y a des situations où l'enfant lui-même refuse de venir voir le médiateur et c'est justifié, un refus justifié. Il y a eu des expertises, une ou deux parfois. Il y a eu la protection de l'enfance qui est intervenue et moi, j'ai vu des enfants, plutôt des pré-ados, qui me disaient j'ai été trahi, ma parole a été trahie, elle s'est retrouvée dans un rapport. Ce n'est pas ça que j'ai dit et ça m'a causé des problèmes avec ce parent.
Donc, l'enfant est très méfiant, ne veut pas venir. Alors, je pense qu'il faut respecter ça, même si on lui offre la confidentialité. Mais bon, il y a des enfants qui ont des limites intellectuelles. Il y a des limites aussi psychologiques, physiques, etc. Donc, comme je vous dis, il faut évaluer si l'enfant a la capacité de s'exprimer, que ce soit à travers la parole, le dessin, en fait, l'entretien qu'on pourra avoir avec. Donc, c'est une évaluation et il y a des situations où on ne verra pas l'enfant pour ces raisons-là. L'autre raison, dans les cas d'aliénation parentale sévère, on va dire, hein? Donc, l'enfant est complètement contaminé, on va dire, par le parent aliénant. Et de plus en plus, on essaie d'utiliser d'autres expressions que j'aime mieux. Parents rejetant. D'ailleurs, Gérard Poussin, grand psychologue chez vous, a écrit là-dessus, l'enfant rejetant, l'enfant rejeté. J'aime beaucoup mieux que l'enfant aliénant. C'est tellement utilisé, tout le monde fait de l'aliénation, ou chez nous, c'est rendu le pervers narcissique, ou tout le monde est pervers narcissique, ou aliénant. Donc voilà, c'est la totale. Donc, donc, on va parler plutôt de parents rejetants, mais il y a des situations où l'enfant va complètement rejeter un parent. Et donc, on a ce diagnostic effectivement d'aliénation parentale sévère où la médiation est peu appropriée, pour ne pas dire pas appropriée. En tout cas, chez nous, c'est une situation où on va plutôt intervenir sous mandat judiciaire avec une approche systémique familiale où là, on va appeler ça du coaching coparental ou de la coordination parentale. C'est pas de la médiation parce que on a besoin d'une intervention, on va dire musclée, et même des fois d'un rapport à faire au juge sur l'évolution de la situation où le parent rejetant doit coopérer. Le parent rejeté aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que des fois, le parent rejeté a des maladresses ou a commis des maladresses. Il faut réparer aussi, hein, il n'y en a pas un blanc et un noir. Donc, ce sont des situations où habituellement, moi, je n'interviens pas en médiation. Et je dis, des fois, les avocats me contactent et me parlent de la situation et je dis, maître, je pense que n'est pas un cas de médiation. Il y a eu 2 expertises. Alors voilà, donc c'est des situations où je n'interviendrai pas ni comme médiateur, donc je ne rencontrerai pas l'enfant. Bah donc, on voit qu'en effet, il y a plein de raisons de faire attention. Et Oui. j'ai entendu que tu parlais de doute, d'observation, d'évaluation, de diagnostic, de prudence, qui doit vraiment guider la démarche du médiateur et surtout le respect éventuel du refus de l'enfant de venir qui est attendu. Et ça, on entend que c'est vraiment une constante chez toi. Respecter l'enfant, respecter l'enfant, respecter l'enfant. Peut-être, Anne-Marion, si vous permettez, si on peut dire, il y a un rituel hein, que j'ai élaboré pour rencontrer l'enfant. Il y a 2 conditions, une préalable, en fait 3. Il faut que les 2 parents soient consentants, les 2. Il faut que l'enfant soit consentant. Bien évidemment, selon son âge, ça va être les parents qui vont valider. Il faut que les parents préparent l'enfant à cet entretien de médiation. C'est très important. Et d'ailleurs, on a créé au Québec une plaquette d'information qui est dans tous les bureaux des médiateurs, qui est justement suite à une petite étude qui avait été faite auprès de parents dont l'enfant avait été vu en médiation, qui disait, ben, je savais pas quoi dire à mon enfant, alors qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je lui dis pas, comment je le prépare. Alors, on a créé cette plaquette pour les parents, elle est dans les bureaux des médiateurs. Alors, quand moi, je propose aux parents que l'enfant soit invité en médiation, on en discute ensemble. Et je leur remets la plaquette et on discute aussi parce que c'est madame qui est le parent hébergeant. Donc, madame, vous allez rentrer chez vous ce soir, c'est bien. Qu'est-ce que vous allez dire à Léo qu'on a convenu que j'allais rencontrer la semaine prochaine? Et donc, madame bafouille un peu. Elle dit, je vais lui dire que vous êtes sympa. Bon, c'est pas mal. OK. Que j'ai confiance en vous. OK. OK. Que c'est confidentiel. Ça commence à être pas mal.
très bien. Ah, OK. Et monsieur, vous? Ben, monsieur dit, ben moi, comme ils ont l'hébergement alterné, ben, je vais lui dire qu'il se sent à l'aise de s'exprimer. Voilà. Donc, on prépare ensemble et c'est très important que l'enfant soit préparé. Et on prépare aussi, je vais très loin là-dedans, c'est que c'est vous, madame, qui allez conduire l'enfant ce matin-là? Oui, parce que c'est la mère hébergeante. Ah, ah. Alors, vous allez conduire la voiture, hein? Et pendant ce temps, est-ce que c'est possible que vous vous absteniez de préparer votre enfant à cet entretien-là? C'est ce que, dans la plaquette d'information que je vais vous remettre, les parents ont dit, il ne faut pas aller trop loin dans la préparation. Si on lui dit qu'on doit le laisser libre, ben, il ne faut pas lui dire quoi dire. N'oublie pas hein, de dire que la copine de ton père, n'oublie pas que... Non. Donc, pas de prescription, vous le laissez libre. Alors, donc, on fait ça et je demande toujours aux deux parents d'être présents. Ça aussi, c'est quelque chose que le parent, des fois hébergeant, ne comprend pas. Et même le parent qui reçoit l'enfant, peut-être de façon plus résiduelle, dit, ben, c'est la mère qui est hébergeante, elle vous l'amène, vous l'interrogez. Non, non. Je serais bien que vous soyez présents tous les deux. Vous êtes d'accord tous les deux que je le vois? Et c'est très important, c'est symbolique, vous allez être là tous les deux. Et je commence toujours par une entrevue familiale. D'accord. 5-10 minutes et je demande aux parents de me présenter à leur enfant et c'est toujours très intéressant. Donc ça, c'est Madame Filion qui nous calme. Ah, d'accord. Ça, c'est Madame Filion qui nous aide à trouver des solutions. Ah, OK. Et donc, le fait que les deux parents rappellent à l'enfant qu'ils sont d'accord, qu'ils ont confiance en moi, ça m'introduit tranquillement auprès de l'enfant. Et après, je vois l'enfant seul. Ensuite, on fait cette entrevue de restitution, mais on peut aussi, dans les différents modèles que Jocelyne Dahan a très bien écrit, hein, médiatrice familiale en France sur plusieurs chapitres et écrits, qu'on peut aussi voir l'enfant avec chacun des parents. On peut aussi, après l'entretien, peut-être voir l'enfant avec maman seule et papa seul. Il n'y a pas de rien qui est obligatoire. Alors voilà, l'autre chose qui est très, très importante, c'est qu'on ne négocie pas dans cette rencontre devant l'enfant ou on ne renégocie pas. Donc, lorsque je vous donne un exemple, on est le 10 avril, je rencontre Léo cet après-midi avec les parents et tout. Les deux parents ont déjà consenti le 17 avril ou le 16 avril à une rencontre avec moi de médiation sans l'enfant, où on va négocier ou renégocier selon les besoins de l'enfant, leur engagement à faire autrement. Par exemple, Léo dit que la copine de papa est chouette, mais elle est toujours présente et il aimerait avoir du temps seul avec papa. OK. Et donc, maman aussi, il trouve que le copain de maman est trop sévère avec lui, que, bon, papa. Alors, donc, je demande, on ne négocie pas devant l'enfant et ça évite que l'enfant soit pris dans le conflit des parents. C'est la méthode que j'ai trouvée pour protéger l'enfant de cet entretien où sa parole est libre et libéré, on peut dire, mais il n'est pas témoin du conflit des parents quant à ce qu'ils vont en retenir et ce qu'ils vont changer. Et là-dessus, je suis très stricte avec les parents et je leur dis avant. Alors, si par exemple un père dit non, non, il n'est pas question, moi, que ma copine et moi, on forme maintenant une nouvelle bulle familiale, c'est à prendre ou à laisser, je dis, monsieur, aujourd'hui, on ne va pas discuter de ce que vous semblez qui est possible pour vous. Premièrement, de toute façon, il faudrait que vous en parliez avec votre copine, n'est-ce pas? Très bien. Alors, aujourd'hui, on fait simplement entendre Léo. C'est son souhait. OK? Vous pouvez y réfléchir. On en parle la semaine prochaine. Et ça, c'est vraiment pour moi un modèle, je vous dirais, qui a fait ses preuves. C'est pas scientifique parce que on attend, là, il y a une étude qui va sortir au Québec en septembre, justement, où on étudie l'impact de l'entretien avec l'enfant en médiation. Mais c'est les échos que j'ai des enfants et des parents, et surtout des enfants qui disent, j'ai pas été témoin de leur dispute sur ce que j'ai dit. Voilà. Donc, alors, ça reste un peu dans ce sens-là. D'accord, donc tu reçois d'abord les parents dans un cadre de médiation. Ils conviennent ensemble que l'enfant sera reçu. Oui.
Mhm. Et tu prépares les parents pour qu'ils préparent leur enfant à cette Oui. séance en validant avec eux ce qu'ils vont Mhm. dire à l'enfant très précisément, comment va se passer le trajet en t'assurant que les 2 parents seront là. Et puis ensuite, la séance commence par une entrevue familiale où tu es introduite à l'enfant et ça montre aussi ton impartialité. C'est la Mhm. réflexion que je me faisais. Les 2 parents sont vraiment à égalité. Tu es introduite à l'enfant, tu vois l'enfant et ensuite il y a la restitution, soit avec chacun des parents, soit avec les parents ensemble, avec une consigne qui est stricte. Il n'y a pas de réponse apportée, c'est-à-dire pas de négociation. On est là uniquement pour écouter l'enfant qui puisse Mhm. déposer sa parole. Et Mhm. ensuite, il y a une entrevue séparée avec les parents à une Oui. autre. Dans un temps très rapproché. Oui, Ça peut être dans 2 jours, ça oui, peut être dans une semaine, mais ça peut pas être dans 3 semaines. ouais. Hein? Et l'autre chose, Anne-Marion, si vous permettez, Mm, quand il quitte, donc on a terminé l'entretien familial, l'enfant s'est exprimé, les parents se sont comportés correctement. Donc, je leur fais aussi une prescription. Je dis maintenant, vous allez quitter, madame, avec votre enfant, hein, ou il s'en va chez son papa. Ce que je vous demanderais maintenant, c'est la même chose, c'est de ne pas questionner votre enfant. mm, Ça peut être très difficile pour vous de ne pas le faire parce que mon enfant a certainement dit plus que ce que j'ai entendu. J'aimerais ça. Oui, Léo, est-ce que... Bon, votre enfant, on a passé 45 minutes ensemble, ça fait 1 heure et demie. Je pense qu'il a envie de faire autre chose, d'entendre autre chose. Est-ce que c'est possible, madame, que vous puissiez vous abstenir de questionner votre enfant sur cet entretien? Alors, ça vaut ce que ça vaut. Le plus souvent, j'ai un engagement et la même chose pour le père parce que lui, il va le voir la semaine prochaine. Donc, mm, aha! Et mm. toi, Léo, qu'est-ce que tu as dit à Mme Filion? J'aimerais en savoir plus. Est-ce que c'est possible, tous les deux, un engagement? Et savez-vous les retours que j'ai eus très chouettes des enfants que j'ai revus? Par exemple, ça m'est arrivé que l'enfant dise à un de ses parents, Mme Filion a dit que c'est mieux de ne pas pas me poser de questions. Donc, je ne réponds pas, petite bouche de 6 ans. Et le parent dit, OK. Bon, alors voilà. Et alors, d'une manière générale, quelles sont les réactions des parents que tu vois? Comment est-ce que tu peux décrire, pour que ça puisse s'incarner un petit peu pour nous, un exemple de comment ça s'est passé très précisément, les problématiques récurrentes que tu peux voir? La rencontre parent-enfant, c'est très intense. Hein. Les émotions sont à fleur de peau. Mm, Les parents n'ont pas l'habitude d'être ensemble, il ne faut pas l'oublier. mm, D'ailleurs, il y a eu plusieurs études chez vous aussi avec Jean-Pierre Bonafé-Schmidt, chez nous on en a eu aussi aux États-Unis. On demande aux parents, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile de la médiation? C'est la rencontre de l'autre. mm, Le voir, l'entendre, devoir négocier, bon, etc. C'est très difficile. Alors, on a ça. Et là, on a un enfant qui nous dit des choses différentes qu'on n'a pas entendues. Ça nous fait, un enfant, je vais vous donner un exemple ici parce qu'il y a des dessins, j'en ai sorti pour vous. Ici, je ne sais pas si tu peux lire, Anne-Marion. Tu ne t'intéresses pas à moi, mais toujours à ce que fait ta mère. Mon cœur est brisé. Oui. Magali, 10 ans. Bon, imaginez Magali qui fait ce dessin dans le cadre de la rencontre. Mm, Et elle se plaint que quand elle arrive chez son père, le père l'interroge. Hein, souvent, les enfants disent, c'est tout un interrogatoire, Madame Lorraine, un grand interrogatoire. mm, Alors, qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que la copine était là? Mais surtout des questions sur le comportement de l'autre parent. mm, Et cette Magali-là dit, mais je pense que mon père ne m'aime plus ou m'aime moins qu'avant. mm, 10 ans, cette petite fille. Et quand elle a dit ça à son père, je vous dis, le père avait les larmes aux yeux et il dit que je suis con. Et la mère dit, je le savais. Elle dit, Madame, OK, je le savais. OK. Donc, il était dans l'introspection, la réflexion. Il s'est dit que je suis bête de lui poser des questions sur la mère et non pas sur elle. Alors donc, il a pris l'engagement, c'était très rapide de dire qu'il n'allait plus le faire, qu'il allait être vigilant. Donc, le dessin de l'enfant, la parole de l'enfant
que moi j'ai réalisé, c'est que la parole de l'enfant, que ce soit une parole libre, directe ou indirecte, des fois parce que c'est moi qui l'aide à dire, ou un dessin, c'est beaucoup plus puissant que la parole du professionnel qui rencontre les parents sans la présence de l'enfant. Alors, d'avoir imaginé un enfant, ici, je vous en montre un autre, là. C'est peut-être, tu peux voir. Oui, compréhension, confiance. Et alors, par contre, je ne vois pas de l'autre côté. Ah, non, non. OK. Déchirement. Oui. Alors, c'est une grande fille de 14 ans qui, ce qu'elle vivait, c'est du déchirement entre ses deux parents. Vraiment, pour dessiner ça, le cœur déchiré parce que les parents sont très négatifs l'un envers l'autre. Elle est utilisée comme messager. Elle dit, je suis le facteur de mes parents, elle en a marre. Et ensuite, quand je lui ai demandé si elle avait pensé à des solutions, qu'est-ce qui lui ferait du bien, elle a dit, ils devraient être plus compréhensifs l'un envers l'autre et développer de la confiance. C'est ça. Imaginez, c'était énorme. J'ai utilisé mon flip chart. Les ados aiment beaucoup dessiner grand. Alors, donc, je leur offre le tableau. Elle me dit, elle dessine. C'était là. Donc, le fait que les parents, ça fait miroir. Donc, les parents voient ça. Vous imaginez votre enfant qui vous dit qu'il se sent déchiré. Ça a beaucoup d'impact. Donc, les rencontres sont très chargées en Marion émotivement, mais ça amène de la réflexion, de l'introspection et ça amène les parents à réfléchir, à faire autrement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'entends, c'est que Oui. non seulement ils prennent conscience de l'impact de leur conflit sur les enfants, Oui. mais aussi ça permet de restaurer la relation et de rééquilibrer la relation entre le parent et l'enfant. C'est-à-dire que le parent peut se défocaliser du conflit parental parce que l'enfant dit « et moi, j'existe ». Oui, tout à fait. Tout à fait. Et Alors, j'ai beaucoup d'expérience dans dans cette direction-là. C'est sûr que c'est arrivé quelquefois où j'ai dû mettre fin à l'entrevue familiale parce que les parents n'étaient pas capables de rester à l'écoute, il manquait de courtoisie. Donc, j'ai arrêté la rencontre familiale. Ça, c'est quelque chose que moi, dans mon bureau, hein, j'ai toujours un autre bureau prêt à disposition pour ce que j'appelle un lieu de protection de l'enfant. Donc, qui est aménagé pour l'enfant avec tout ce qu'il faut parce que pour se réfugier, si effectivement les parents sont incapables de respecter le cadre, et ça arrive exceptionnellement, donc je vais mettre l'enfant à l'abri, je peux continuer 2 entretiens séparés, je peux mettre fin à l'entrevue. Bon, en fait, ce sont toutes des options qu'on a, mais c'est exceptionnel et c'est ça qui m'étonne encore de voir à quel point les parents sont capables de se retenir devant leur enfant. Voilà. Et alors, du coup, parce que tu pointes bien quand même les difficultés, les malentendus, c'est une question qui est parue dans le chat. Est-ce que les parents sont les mieux placés pour préparer l'enfant? C'est vrai que moi, en tant que médiateur, j'aurais tendance à proposer un entretien préliminaire avec l'enfant ou même au moins l'adolescent pour lui présenter la médiation et mon rôle. Donc, est-ce que c'est de la confiance que tu as envers les parents pour préparer l'enfant? Est-ce que vraiment les parents sont les mieux placés pour préparer l'enfant? Moi, je pense que oui, et je serais très mal à l'aise de le faire. Je verrais que ce serait me substituer à leurs responsabilités. Et le message que je leur passe, c'est je vous fais confiance. Maintenant, s'ils ne le font pas correctement, je vais rectifier le tir, bien sûr, parce que quand on est en entrevue familiale, après que les parents m'aient présenté, je demande aux parents pardon, excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Je demande aux parents de me présenter leur enfant et c'est chouette, ils vont me dire toutes les qualités de l'enfant. Et après, je m'adresse à l'enfant et je dis, Léo, dis donc, on est vendredi soir, j'imagine qu'habituellement tu fais autre chose. Qu'est-ce qui fait que tes parents t'ont amené ici? Peux-tu me dire comment? Alors, Léo dit oui, ils m'ont dit que tu voulais me parler seul. Si l'enfant me dit quelque chose qui est incorrect, alors je vais rectifier devant les parents. Je me mets toujours en position basse.
Donc, ce ne sont pas les parents qui ont erré, c'est moi qui a peut-être pas été suffisamment clair. Donc, je dirais, ah, je m'excuse, il y a un malentendu. Alors, peut-être, je regarde les parents et je dis, ben, écoutez, je suis désolée, il y a un malentendu et je rectifie devant les parents pour que l'enfant entende exactement ce que je vais faire avec l'enfant. L'autre chose qui est très importante que je rectifie aussi, que j'entends souvent, Anne-Marion, c'est un parent qui a dit à son enfant, tu as le droit de décider, hein? Alors, donc, tu pourras dire à Mme Filion qu'est-ce que tu veux. Et si c'est rapporté, comme ça m'est arrivé, je dis, ah, je suis désolée, mais peut-être, moi, je suis pas juriste, mais j'ai compris que la loi plutôt dit que c'est la responsabilité des parents de décider. Alors, et je rappelle à l'enfant devant les parents que moi, je vais l'entendre, il a son mot à dire, mais ce sont les parents qui décident. Puis, s'ils ne peuvent pas décider, ben, ils peuvent avoir, moi, je ne les envoie pas chez le juge, hein. Je dis, s'ils ne peuvent pas décider, ils vont avoir le conseil de leur avocat. Et bien sûr, peut-être que les avocats vont être capables de les aider à arriver à une entente, et bien sûr, ils pourront avoir le juge. Mais j'aime mieux rectifier devant les parents. On a tous la même information en même temps, mais je ne serais pas à l'aise de, moi en tout cas, de le faire à la place C'est comme les parents qui habitent encore ensemble, excusez-moi Anne-Marion, qui viennent nous voir de façon préventive pour faire une médiation et qui disent, Madame Filion, est-ce que vous pourriez informer notre enfant qu'on va se séparer? Parce que vous allez le faire mieux que nous, avec moins d'émotivité. Non, non. Donc, Je vais aider les parents, plutôt les conseiller, mais je ne vais pas le faire à la place, non. une posture d'humilité, chacun à sa place, les parents restent les parents, ce sont eux qui décident Oui, pour l'enfant et le médiateur, il est là pour accompagner. tout Et à si fait. les parents se sont trompés, Lorraine dit: «Excusez-moi, je crois qu'il y a un malentendu», mais jamais dans une posture d'expert, dans une position Non, haute. Et alors, jamais. Non. il y a une question Mhm. qu'on m'adresse, c'est, à l'origine, qu'est-ce qui fait que l'enfant vient en médiation? Ce sont les parents qui le demandent, c'est l'enfant qui le demande, c'est toi qui peux dire ce serait bien que vos enfants viennent? Comment ça se Un passe? mélange de tout. Il y a des fois que je débute la première séance de médiation où un parent dit ben moi j'aimerais que vous entendiez Léo. Je pense qu'il a quelque chose à dire et je pense que ce serait bien qu'il parle à une personne neutre. La mère dit ah non, moi je suis pas d'accord. Notre enfant doit rester à l'écart du conflit, donc très bienveillant. Et je dis OK, pas tout de suite. On ne se connaît pas encore assez. On verra si c'est pertinent, si c'est utile, quand et comment. Et donc, je ralentis et je ne vais pas discuter de ça. On a tellement d'autres choses à discuter pour le moment, selon les urgences qu'ils ont, une pension alimentaire ou quelque chose d'autre. Donc, on va retarder ça. Le plus souvent, c'est un accord commun. C'est ça qui est chouette, hein? La médiation avance et les parents me disent que leur enfant souffre ou ils reçoivent des messages différents. Bon, et la confiance se crée avec le médiateur. Et là, je dis, oups, des fois, c'est moi qui l'amène. Je dis, mais qu'en pensez-vous si je rencontrais l'enfant? Pensez-vous que ce serait utile? Et au moment où je le propose, c'est rare que j'ai un non parce qu'on a la confiance, il y a quelque chose qui s'est créé et les deux parents peuvent en voir l'utilité. Et là, on va prendre le temps de savoir quand, comment ça va se passer, etc. Donc, c'est un mélange de ça. Il arrive, Anne-Marion, si vous permettez, on n'a pas tellement parlé, les médiations parents-ados, hein? Oui, oui. Donc, on a parents-enfants, mais on a parents-ados, l'enfant qui est en crise. Ah Mmh, là, l'ado peut demander à être vu dès le mmh, départ. Il mmh, veut nous parler, il veut mmh. nous rencontrer, il a quelque chose à dire et il veut nous voir seuls. Bon, parce qu'il y en a marre de ses parents ou d'un parent. Alors, il y a ce type de médiation. Et il y a aussi la remise en lien, qui est une autre situation plus complexe,
qui a été bien développé chez vous par Madame Dahan. Oui, et chez nous, qu'on fait aussi lorsque l'enfant a perdu contact avec un de ses parents 1 an, 2 ans. Et là, il faut être très stratégique à quel moment on va rencontrer l'enfant dans cette remise en lien. Alors, il va y avoir besoin de temps pour sécuriser l'enfant et le parent hébergeant. Alors, et aussi connaître le parent rejeté. Parce que dans certains cas, le parent rejeté ou éloigné se présente comme tout à fait blanc ou bon, et que là, plus on en apprend, ben, plus il est gris. Et il va y avoir réparation à faire. Alors voilà. Donc, c'est un mélange, Anne-Marion, de Donc, ça. un mélange de subtilité, de respect, de patience, d'attention pour que tout le monde soit prêt, que les choses soient faites au bon moment. Alors, moi, j'entends que ces séances, elles sont intenses, qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises, qu'il faut y aller avec doigté. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon médiateur et recevoir l'enfant et ou l'adolescent en médiation? Je ferai la différence entre les qualités personnelles et professionnelles. Pour moi, la qualité personnelle, c'est premièrement d'aimer les enfants, mais d'être à l'aise avec un enfant. Parce que plus l'enfant est jeune, plus c'est le chaos. C'est n'importe quoi, dans le sens que on est en plein entretien, puis il faut aller à la salle de toilette. On pose une question à l'enfant, il nous parle de son chat qui est mort alors qu'on vient de lui parler de la séparation. On aimerait qu'il nous parle de la séparation, mais il nous parle de son chat qui est mort, donc il vient de vivre quelque chose. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas l'enfant, les stades de développement, il y a beaucoup de connaissances à avoir. Le développement cognitif, dont le langage, parce que souvent on me demande à quel âge. Moi, je rencontre les enfants à partir de 5 ans, plus. Sinon, si je les rencontre, c'est plus pour observer peut-être la relation parent-enfant. Mais à partir de 5 ans, selon les spécialistes, l'enfant va maîtriser le langage, est capable de nous parler du passé, du présent et du futur. Il y a toutes sortes de connaissances au plan langagier. Alors, ça, c'est important, mais il faut savoir. L'autre chose qu'il faut savoir, et il y a pas mal d'écrits sur la mémoire de l'enfant, et là, je ne vais pas entrer dans toutes, mais ça c'est formidable, tous les protocoles qui ont été développés pour l'entrevue non suggestive dans les cas d'abus sexuels. Mais une chose est importante, ça doit être un récit libre. C'est important. Donc, il faut poser des questions ouvertes. Il faut aller du général au spécifique, laisser l'enfant nous parler, par exemple, d'une journée avec maman ou d'un week-end. Pour que l'enfant puisse, selon son âge, puisse nous donner des... Et souvent, ce qui m'épate avec les jeunes enfants, j'en avais une récemment qui avait justement 5 ans, elle me dit, tu veux tout savoir, dis donc. J'ai dit, qu'est-ce que. T'es sûr? Ça va être long, hein? J'ai dit, écoute. Et là, elle commence à me raconter comment ça se passe avec maman, avec détail. Qu'est-ce qu'elle mange pour le petit-déj? Que sa mère la dispute parce qu'elle ne mange pas correctement, bon, papa, qu'elle ne se presse pas suffisamment pour aller à l'école. Elle me raconte tout ça, effectivement, mais en même temps, elle me donne énormément d'informations sur la relation avec sa mère, etc. Et quand elle me parle de son week-end chez papa, c'est la même chose. La mémoire de l'enfant, il y a beaucoup d'écrits là-dessus et on sait que l'enfant peut avoir une mémoire différente selon qu'il était acteur ou observateur. Par exemple, dans les cas de violence grave, l'enfant va se souvenir. Si un parent a été violenté, on a appelé la police, les gendarmes, il va s'en rappeler même longtemps parce qu'il a été traumatisé, même s'il était observateur. Il y a aussi des enfants qui ont, malheureusement, dans les cas de violence, reçu des coups. Donc, ils ont agi dans la violence. Alors, des séparations, par exemple, un enfant qui... Moi, j'aime beaucoup la question, je dis... tes parents sont séparés, hein, c'est ce que tu me dis, elle vient de me dire. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé, la séparation? Est-ce que tu as un souvenir quelconque? Et cette petite de 5 ans me dit, je te raconte, je suis revenue de l'école. Ma maman est venue me chercher, on est entré dans l'immeuble, on a pris l'ascenseur, c'est moi qui ai pressé le bouton, tous ces détails. Voilà, elle est très fière. Quand on est arrivé à la maison, il y avait
quelque chose de différent. Je me suis dit, il y a quelque chose de différent. Il y avait plus d'espace. Tout de suite, elle a observé qu'il y avait, en fait, il y avait des meubles. Le père avait quitté. Il y avait Ah, un mot sur la table que la mère a lu, mais le père avait pris des meubles hmm, dans le salon. Évidemment, dans la salle, dans la chambre à coucher, il y avait ses vêtements, etc. Alors, ils ont fait, elle me dit, on a fait le tour pour savoir tout ce qui était disparu parce qu'il y avait beaucoup de choses disparues. Et elle dit, j'ai pleuré beaucoup. Donc, comment s'est déroulé? Comment ça s'est passé? Veux-tu m'en parler un peu? Et elle me donne beaucoup de détails. Est-ce que tu étais surprise et c'est rare que l'enfant est surpris, ça c'est aussi une autre chose. Hein? Elle me dit, je savais que ça arriverait parce que mes parents ne dormaient plus dans le même lit. La nuit, quand je me lève pour aller à la toilette, j'ai vu ça, que mon père était au salon. Ils ont pensé que je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu. Plein de détails que les enfants nous donnent, comme quoi ils sont de fins observateurs. hmm. Hein? C'est comme l'enfant qui me dit dans un entretien, tu sais, Lorraine, moi je sais que ma mère n'aime pas la copine de papa. Ah, et comment tu le sais? Mais quand je lui parle de la copine de papa, elle change de sujet. Ah bon, OK. Ou elle lève les yeux au plafond, ou elle me dit ça m'intéresse pas ce qui se passe, mais ça c'est clair. Mais le non-verbal du parent est observé par l'enfant. Donc, qu'est-ce que tu as remarqué? C'est aussi une question qu'on peut poser. Qu'est-ce que tu as observé de différent? Alors, donc, je ne sais pas si je me suis trop éloignée. Non, Anne-Marion, pas du tout, excuse-moi. c'est très vivant, en plus on Oui, y est. Donc il y a les qualités personnelles qui est d'aimer les enfants, d'aimer les écouter, d'être très curieux. Et on voit oui, quand tu racontes et que tu mimes et que tu dis ah oui, d'accord, et on y est vraiment. C'est très chaleureux, c'est très ouvert, ça met vraiment tout le monde à l'aise. Et puis il y a des compétences techniques qu'il faut posséder oui, sur les connaissances, sur les oui, styles de développement de l'enfant, comment oui, sa mémoire et tous les protocoles dont on se servira ou pas, mais qui sont quand même une oui, aide pour favoriser oui, un récit libre de l'enfant, parce que oui, c'est là qu'on aura un maximum oui, d'informations et puis aussi qu'on ne va pas induire des choses chez lui. absolument, Et absolument. donc, voilà. Et donc, la possibilité à ce moment-là d'avoir un récit foisonnant, détaillé, dans le quotidien de l'enfant. Et le défi du médiateur, Mm. c'est décrypter la parole de l'enfant, hein, Oui. mais sans suggestibilité. Mm. Et ça, c'est vraiment un défi. Alors, est-ce que tu Et peux me oui, dire, décrypter ce que ça veut dire pour qu'on ben, sache si on fait l'idée, un c'est ou bien récit ou pas? décoder, je ne sais pas si c'est mieux, mais par exemple, l'enfant, des fois, va nous dire quelque chose. Il faut aller au-delà de ce qu'il dit pour poser des questions ou sous-questions. Par exemple, l'enfant dit, je déteste la copine de mon père. OK. Mm. On dit, c'est affreux, c'est épouvantable, mais il faut poser une question pour moi décrypter, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je me dis, qu'est-ce que la copine de ton père fait ou dit que tu n'aimes pas? Mm. Donc, séparer la personne du comportement. Eh Hein? oui. Et l'enfant me dit, ben, elle parle toujours contre ma mère ou il parle toujours contre mon père. Et Mm. puis en plus, elle prend toute la place dans la maison. Je n'ai pas de temps avec mon parent, donc etc., etc. Elle est plus sévère avec moi qu'avec ses enfants. Mm. Donc, aller au-delà pour Mm. comprendre au fond ce que l'enfant vit, ses besoins réels. Mm. Et Éviter sans suggestibilité, c'est ça qui est très, très important avec l'enfant. Oui, passer oui. des toujours et jamais aux faits précis pour clarifier ce que l'enfant dit et Oui, pas oui, être épouvanté par des grandes oui, déclarations, je oui, déteste ma belle-mère, mais plutôt pouvoir nommer, ce oui, qui va aider à pouvoir transformer les choses oui, et pouvoir restituer. Alors, il y oui. a une restitution. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous décidez de restituer? Qu'est-ce qu'on Euh, restitue? Qu'est-ce qu'on restitue hum, pas? À la fin de l'entretien avec l'enfant, peu importe son âge, je fais une synthèse avec l'enfant. Selon son âge, on peut avoir passé 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, ça dépend. Donc, voilà. Donc, Léo, euh,
je vais te dire ce que j'ai compris, d'accord? Et tu vas me dire si j'ai bien compris. Puis là, on rigole, tu sais, moi, je suis vieille, hein? Ça se peut que j'oublie des choses, donc tu vas m'aider. OK. Alors, donc, ben, j'ai compris que tu en as marre des disputes de tes parents. Est-ce que oui, 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 j'en ai marre, j'en ai très marre. OK. Tu aimerais avoir plus de temps avec papa, n'est-ce pas? Parce que la copine est toujours là, donc tu aimerais avoir plus de temps. Mhm. Et tu as dit que tu aimerais que tes parents fassent la paix. Hmm? Donc, OK. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié? Donc, l'enfant, oui, dit oui, la copine de papa, elle est plus sévère avec moi qu'avec ses enfants. Et ça, je trouve ça injuste. Hein? On a un enfant de 9 ans. Ah, OK. Donc, tu aimerais que ce soit plus égal, on reforme toujours de façon positive. Hein? Donc, c'est ça qu'on va dire. OK. Maintenant, Léo, qui a 9 ans, ben là, papa et maman on va leur permettre d'entrer. Hein? Donc, souvent, on a dû gérer la salle d'attente parce qu'on ne peut pas les laisser tous les deux dans la salle d'attente. Donc, soit un était dans la salle d'attente, donc était dans un bureau, soit Starbucks Café. C'est pas banal. C'est très important quand on rencontre l'enfant de gérer le lieu où seront les parents pendant l'entretien. Donc, les parents arrivent et on commence toujours par le positif. Et ça, je dis à l'enfant, je vais te demander, quand tu es chez maman, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes? Est-ce qu'il y a des choses que tu apprécies chez papa, etc.? Il va en trouver. Et ensuite, la question que je pose à l'enfant, et qui aurait été, est-ce qu'il veut que je l'aide? Et souvent, les enfants disent, j'aimerais que tu commences parce que ça va être difficile de commencer, ou j'aimerais que s'il veut que je commence aussi, que je dise quelque chose. Donc, OK, ben, je vais commencer, mais tu vas m'aider. Et souvent, l'enfant est à mes côtés. Alors, les parents mais l'enfant est à mes côtés parce que si jamais il y avait quelque chose, je pourrais intervenir et amener l'enfant à l'extérieur. Donc, souvent, l'enfant est à mes côtés. Alors, donc, OK. Donc, on reste avec Léo. Les parents sont là. Et donc, je dis, ben, Léo, il y a des choses hein, que tu aimerais que papa et maman fassent différemment, hein, qui feraient en sorte que tu serais mieux quand tu es chez papa ou chez maman, hein, n'est-ce pas? OK. Est-ce que j'y vais? Et il y a des fois, je repose la question parce qu'il y a des fois que l'enfant qui ne voulait pas est prêt. Et là, Léo dit, non, je suis prêt. OK. Alors, où l'enfant dit, vas-y. Je dis, écoutez, votre Léo aimerait que vous fassiez la paix et je fais le choix de commencer parce qu'il va être le plus facile à entendre. C'est comme en médiation, on commence à négocier le plus facile. Hein? On garde le plus difficile, c'est pareil. Donc, par exemple, une petite fille qui m'avait dit, j'aime mes deux parents égales alors que la mère pense que je l'aime plus. Elle me dit, c'est mieux ça qu'on le dise plus tard parce que ma mère va être en colère. OK, donc on va le dire plus tard. Donc, OK, donc voilà, donc j'aide Léo à dire, il aimerait que ses parents fassent la paix et je regarde les parents. Euh, donc, est-ce que ça a une résonance? Est-ce que c'est quelque chose? Donc, des fois, il y a un parent très en conflit qui dit, ben moi, Madame Fillon, je veux bien faire la paix, mais c'est elle qui ne veut pas me parler ou c'est lui qui ne veut pas parler. Je dis, votre enfant vous dit qu'il aimerait que tous les deux, vous fassiez la paix. Et là, je fais un petit clin d'œil à ma collègue, amie, médiatrice française, Marianne Souquet, qui dit qu'il faut construire la paix, n'est-ce pas? Donc, et ça, je l'utilise souvent, souvent en médiation parce que l'image de la construction, c'est vraiment l'image d'une étape à la fois, d'une marche d'escalier à l'autre. Alors, je leur dis, ben, peut-être vous pourriez réfléchir à comment construire la paix chacun. Donc, OK, on y va. Et ensuite, on y va avec l'autre. J'aimerais avoir du temps avec papa, seul. Et si monsieur commence à argumenter qu'il ne peut pas, que c'est une bulle familiale, on va réfléchir, monsieur. Donc, puis moi, souvent, je dis à ce papa-là, je dis, monsieur, prenez-le comme un compliment. Il y a des enfants qui veulent moins de temps avec leurs parents. Prenez-le comme un compliment que l'enfant recherche du temps avec vous. Allons voir, on en reparlera comment. Donc, on va aller dans cette direction-là. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne permets pas aux parents de négocier. On a écouté l'enfant et c'est moi qui fais une synthèse à la fin. Je félicite l'enfant pour son courage. Je félicite les parents pour leur écoute.
Je les félicite sur le fait qu'ils ont une réflexion à faire d'ici jeudi prochain. Et j'arrive avec cette demande à la maman, cette prescription de ne pas questionner l'enfant au départ. Oui. Oui, il y a vraiment beaucoup d'empowerment. On n'a pas trouvé de traduction en français à l'égard de l'enfant et à l'égard des parents. Tout le monde est vraiment valorisé, félicité, encouragé. On Mhm, transforme le négatif en positif et on ouvre mhm, les choses. Il y a deux questions un peu précises qui sont posées. Donc, je te les livre et puis tu vois. Il y a, mhm. est-ce qu'on reçoit les fratries ensemble? Et puis, est-ce qu'il y a de la place pour le nouveau compagnon, la nouvelle compagne dans cet espace-là? Très, très pertinent. La fratrie, moi, oui, c'est sûr que s'il y a 3 enfants ou il y a 4 enfants, moi, j'aime bien rencontrer chaque enfant séparément Mhm. avant de les voir en fratrie Ah oui. parce que habituellement, l'aîné peut avoir de l'influence sur la parole du cadet. Et vous savez, il y a des fois où un enfant refuse de voir un parent alors que les 3 autres veulent y aller. Donc, ça peut avoir une influence. Donc, j'aime bien une parole plutôt, on va dire, pure, neutre. Donc, je vais les voir séparément et je pourrais les voir ensemble aussi après si c'est pertinent, mais c'est important. Et souvent, on a du plaisir avec ça parce que il y a l'année passée, j'avais un papa et une maman avec 4 enfants. Donc, l'aîné avait 14 ans et le cadet 5 ans. Et je leur demande aux enfants, j'ai dit, bon, ils sont tous d'accord de me rencontrer. OK. J'ai dit, je commence par qui? Oh, c'est démocratique. Alors, la fille de 5 ans dit, pas moi. OK. Donc, la grande de 14 ans dit, bon, OK, je vais vous rencontrer, Madame Filion. Et puis, finalement, la grande de 14 ans a accompagné la petite de 5 ans à la fin pour les premières minutes, pour la mettre à l'aise, en lui disant que j'étais sympa, qu'elle pouvait me parler. Bon, alors, ça a été par l'enfant. Mais je suis très démocratique là-dedans Mhm. et je leur demande par qui je commence. Et puis, voilà, donc on fait cet ordre-là. Donc, la fratrie. Maintenant, le nouveau compagnon, pourquoi pas? Si on pense qu'il va aider la médiation, Mhm. parce qu'il y a des nouveaux compagnons toxiques qui vont envenimer même le conflit et la médiation. Donc, mais ça m'arrive de le faire. Donc, si je pense qu'un nouveau conjoint, donc c'est sûr que je suis, par exemple, l'exemple le plus classique qu'on a, c'est une maman qui a peur d'être remplacée par la nouvelle copine, qui trouve qu'elle prend trop de place, etc. Bon, papa. Et en fait, elle ne la connaît pas, elle est inquiète. Et le père souvent dit, mais si tu veux, je t'ai offert, veux-tu la rencontrer? Tu peux la rencontrer. Non, tu ne veux pas la rencontrer. Bon, et je dis, ah, est-ce que, et si si on nous se mettait ensemble, comment ça se déroulerait, monsieur? Comment votre nouvelle compagne, vous pensez, serait en présence de madame et vous, madame, en présence de cette nouvelle compagne-là? Et avant, monsieur explique que sa compagne va être courtoise, que si madame veut la connaître, il n'y a pas de souci. Puis madame dit oui, je suis d'accord de la connaître, mais je vais parler à la nouvelle compagne quand même avant, Mhm. parce que pour m'assurer qu'elle va vraiment aider la médiation et que Mhm. ça ne sera pas une confrontation, parce que je connais madame hein, un peu, mais je ne connais pas la nouvelle compagne, donc Mhm. je serai porté un petit coup de fil et Mhm. absolument ça se passe bien. Puis il faut que cette personne-là signe le consentement à la médiation et au respect de la confidentialité. Mhm. Donc, ça, c'est aussi important. Donc, je l'appelle un peu avec ce prétexte. Hein. Je dis, ah, mais il faudrait s'assurer qu'elle est prête à respecter la confidentialité et à signer le contrat. D'accord. Il y a pas mal de préoccupations au sujet des éventuelles maltraitances. Si tu as des soupçons de maltraitance, est-ce que vraiment les parents peuvent préparer l'enfant à la médiation? Est-ce que si l'enfant te révèle quelque chose qu'il ne veut pas dire aux parents, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce qui se passe?
voilà, des situations Bon, comme ça. si les parents entre eux doutent des compétences parentales de l'autre au point de penser qu'il y a un abus sexuel ou physique, ben, il faut signaler à la protection de l'enfance. C'est pas mon rôle de médiateur. Donc, je rencontrerai pas l'enfant si les parents doutent de l'autre à ce point. Maintenant, si je rencontre un enfant, et ça m'est déjà arrivé de façon exceptionnelle que l'enfant me fait des révélations, possiblement d'abus sexuels, ça m'est arrivé du nouveau conjoint de la mère, ben, je suis tenue, la loi chez nous m'oblige, donc la médiation est suspendue. Donc, pendant le temps qu'il y aurait qui va avoir cette évaluation. Tu en fais part aux parents Oui. ou tu fais le signalement de Ben, ce que tu fais? ça dépend. C'est que si c'est très délicat et chaque cas d'espèce. Imagine le cas que j'ai en tête, mais il y en a d'autres, c'est que l'enfant me révèle que le conjoint de la mère l'abuse sexuellement, puis ça me porte à croire que ça pourrait être vrai. Et au moment où elle me fait cette révélation-là, elle est la semaine chez son père. Donc, c'est bon. Mais si ce soir, elle rentre chez la mère, donc moi, je dois signaler à la protection de l'enfant et je ne vais pas révéler à la mère. Parce que on sait que l'expression chez nous, c'est que la mère peut ne pas être protégeante, ne pas croire son enfant, penser que c'est faux. Alors donc, je signale à la protection de l'enfance sans le dire aux parents et je fais rien. Donc, l'enfant peut venir dans la rencontre pour dire qu'elle en a marre des disputes de ses parents, que bon, mais je dois à ce moment-là signaler parce que l'enfant peut être en danger d'un autre abus. Et chez nous, les abus sexuels sont traités de façon très urgente, 24, 48 heures, 72 heures. Donc, ça veut dire que l'enfant va être pris en charge. Donc, voilà. D'accord. Comment on s'y retrouve entre le médiateur, l'avocat de l'enfant, le psy, l'assistante sociale, l'auditeur judiciaire, l'auditeur amiable? Oui. Ben, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent l'enfant. Et ça dépend du mandat qu'on a. Si on fait une expertise, on le sait, donc comment on accueille l'enfant va être différent. On ne peut pas lui assurer la confidentialité si on est expert. Si on intervient en protection de l'enfance, c'est la même chose. Si on est auditeur d'enfants mandaté par le JAF, ben, en tout cas, ce que j'ai compris de votre système, c'est qu'on peut à ce moment-là être obligé de soumettre un rapport. Donc, on doit même faire rapport de ce que l'enfant aura dit. Il y a des façons de le faire, je sais, mais c'est quand même différent. Ben, je pense qu'il faut, la posture du médiateur familial, son rôle est unique. De par sa confidentialité, de par son mandat. Alors, donc, habituellement, moi, je rencontre l'enfant une fois et exceptionnellement, je le vois deux, mais je le vois, là, j'ose pas dire toujours, mais c'est souvent à la fin de la médiation et c'est super chouette. Et je sais que ça se fait, où les parents présentent leur entente à leur enfant. Donc, et l'enfant est là. C'est une rencontre en présence. Et c'est chouette parce que, en principe, c'est calmé, il y a une accalmie. Et l'enfant est témoin du fait que ses parents sont capables de se parler, qu'ils ont fait des ententes communes. Alors donc, maintenant, c'est ce qui est peut-être, comme disait tout à l'heure Catherine, qui fait débat, qui est polémique, c'est toute cette question de parentification de l'enfant parentifié, le fait qu'on pourrait augmenter le conflit ou l'enfant qui est présent dans le conflit. Moi, je l'ai vu plutôt dans le sens inverse, dans le sens que c'est une opportunité incroyable de sensibiliser les parents à l'impact de leur conflit sur l'enfant. Aussi, j'allais dire, c'est aussi une occasion de voir quel rôle l'enfant joue, pardon, et j'en ai toute une liste. L'enfant, on a aussi des enfants médiateurs qu'on réalise que les parents ne se parlent pas, mais c'est l'enfant qui fait les messages. Même si on ne l'a pas demandé, qui transporte des informations d'une maison à l'autre. On a l'enfant pacificateur, l'enfant confident, l'enfant parentifié, bien sûr, malheureusement, l'enfant messager, l'enfant sauveur, l'enfant baromètre.
l'enfant, mais c'est souvent une souffrance silencieuse qui n'est pas bien comprise. Alors, ben, c'est toutes ces situations-là que j'ai rencontrées et le fait que ça puisse se révéler, si on peut dire. Ça permet justement aux parents une plus grande écoute et ça leur permet de réagir autrement. Voilà. Donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'en tant que médiatrice, médiateur qui reçoit l'enfant, tu offres quand même un soutien particulier à la parole de l'enfant. Vraiment, tu la portes, tu la soutiens. Pour moi, ça pose la question que j'ai vue sur le chat, et c'est vrai qu'elle me préoccupe aussi en tant que praticienne, c'est celle de ta neutralité. C'est-à-dire, comment tu fais pour rester neutre à l'égard des parents dans cette médiation familiale? Et est-ce qu'il t'est arrivé de solliciter un autre médiateur pour entendre l'enfant plutôt que toi, ou d'être appelé par des médiateurs qui s'occupent des parents pour t'occuper de l'enfant? Oui. Moi, je fais la différence entre neutralité et impartialité. Oui. Donc, je dois toujours être impartiale. Maintenant, moi, je suis pas responsable du résultat. Je suis responsable du processus. Donc, quand je disais je suis porteur de parole, c'est que j'aide l'enfant à porter sa parole, sa souffrance. Je vais tenter de sensibiliser les parents le mieux que je peux aux besoins de l'enfant, mais je ne suis pas responsable du résultat. Donc, au niveau de la posture, c'est très, très important de concevoir son rôle. Si on va trop loin et que là, tout à coup, on joue le rôle non pas de médiateur, mais d'expert, donc on veut convaincre les parents qu'ils ont tort et qu'il faut qu'ils changent, donc là, on n'est plus dans le rôle de médiateur. Donc, le plus loin qu'on peut aller comme médiateur, et je l'ai fait souvent, c'est que je dis, écoutez, ce que les parents, l'enfant n'est pas là, ça c'est la rencontre subséquente. Vous savez que votre enfant souffre, vous l'avez constaté. Ce serait bien que votre enfant puisse avoir de l'aide. Alors, on sait qu'il y a des groupes de parole d'enfants, mais il y a aussi des thérapeutes d'enfants. Je pense que ça serait important que votre enfant ait un lieu pour se poser, pour avoir de l'aide, etc. Et souvent, les parents accueillent ça, mais ce n'est pas mon rôle non plus, parce que moi, je reste dans mon rôle de médiateur. Donc, je pense qu'il y avait un autre aspect, excuse-moi, Marion. Il t'arrive de séparer la Oui. médiation avec les parents et la médiation avec l'enfant? Oui, alors, moi, je ne le fais pas, mais je sais que ce modèle existe, particulièrement en Australie, où ce n'est pas le médiateur qui rencontre l'enfant. Donc, c'est un professionnel, le plus souvent un psychologue, qui rencontre l'enfant seul et qui va porter sa parole dans le bureau du médiateur. L'enfant n'est pas présent. Ça, c'est le modèle australien de Jennifer McIntosh, qui est très bien parce qu'ils ont eu des études en Australie et en Nouvelle-Zélande, alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'est un peu le modèle que moi j'ai développé. Maintenant, moi, ça m'arrive d'être par mes collègues où je suis dans les Laurentides. Je travaille avec des avocats formidables qui sont médiateurs familiales et qui disent, Madame Filion, moi, je me sens pas apte rencontrer l'enfant. Est-ce que vous voudriez le rencontrer? Donc, je rencontre l'enfant. Sauf que je n'aime pas cette idée d'aller porter sa parole sans l'enfant, donc je vais porter avec l'enfant. Et à ce moment-là, je ne suis pas médiateur, moi. Alors, je vais vraiment aider l'enfant à déposer sa parole, à ce que les parents entendent ses besoins, etc. Et c'est le médiateur qui, lui, va gérer cet entretien. Et c'est chouette, c'est vraiment chouette. Je l'ai fait à quelques reprises et je me dis, ben, peut-être qu'il faut, en fait, ce que ces juristes-là me disent, reconnaître les limites de leurs compétences. Ils ont dit, moi, je suis avocat, je n'ai pas eu de formation spécifique à l'écoute de l'enfant, les stades de développement, enfin, tous les aspects psychosociaux. Alors, surtout les jeunes enfants, quand les enfants sont jeunes, 5, 6, 7, 8 ans. Quand ce sont des ados, la plupart du temps, ils se sentent plus à l'aise de le faire. Mais ce n'est pas un modèle qui est très développé au Québec. Je vous le dis, là, ce n'est pas très développé, le fait de faire rencontrer l'enfant par un tiers professionnel, mais c'est une option, oui.
C'est nous, ce qu'on développe avec l'auditeur d'enfants et qui est à l'origine de l'ouverture du diplôme universitaire par l'Université catholique de Lille. C'est précisément qu'il y a un professionnel formé qui recueille la parole de l'enfant et qui aille ensuite la restituer avec l'enfant en médiation ou dans Mhm, d'autres endroits. mhm. Il y a pas mal de questions aussi sur les différences de pratique entre avec un enfant et avec un adolescent. Comment est-ce que tu adaptes ta pratique? Ah oui. Ben, écoutez, avec l'enfant, encore là, selon son stade de développement et son âge, donc il faut prendre rien pour acquis avec l'âge, hein, il faut voir vraiment le stade de développement. Et ça, c'est important de s'y préparer aussi. Par exemple, les parents me disent, bon, Léo a 5 ans, OK, je leur dis, parlez-moi un peu de votre enfant, comment il s'est développé au niveau du langage, etc. Et des fois que les deux parents disent, vous allez voir, vous savez que les enfants de parents séparés sont plus matures que les autres. Donc, les parents nous le présentent toujours comme il est extraordinaire, mais c'est très bien. Mais on peut aussi avoir des parents qui disent notre enfant a un problème de locution, c'est un enfant très intériorisé, etc., etc. Donc, OK, donc, comment on va nous aussi, on doit se préparer. Hein? Comment on va accueillir cet enfant? Léo n'est Mm, pas Léo de l'autre famille. mm, Donc, peut-être avec cet enfant, il va falloir, donc, par exemple, comme la petite fille qui avait peur de me rencontrer de 5 ans, et peur de me rencontrer seule, c'est la grande fille de 14 ans qui est venue. mm, Donc, il faut adapter. Elle est venue pour la rassurer, puis quand la petite est à l'aise, elle a quitté. Donc, avec les enfants, je pense qu'il faut aussi avoir un lieu approprié. Par exemple, même moi, si je suis âgée, je me mets encore par terre sur des coussins ou quelque chose où je me mets au niveau de l'enfant qui est jeune. Une mm. table pour faire du dessin. J'ai toujours un goûter. Vous dites un goûter pour l'enfant, ça c'est super chouette. Donc on mange ensemble quelque chose. Les enfants ont toujours faim. Que ce soit un coca, une banane, une pomme, peu importe, toujours. Alors c'est une façon d'apprivoiser l'enfant. On mange toujours une collation au début. Mm. Et je me souviens d'un enfant qui m'avait dit, moi j'ai très faim, il s'est engouffré de chocolat, donc il parlait pas. Donc j'ai dit, ben alors je parle. Donc il m'a dit, d'accord. Donc c'est moi qui ai parlé, il voulait connaître mes enfants, etc. Donc avec les enfants, il faut adapter et avoir des outils appropriés, lui permettre de faire des dessins. Des fois, il faut avoir des peluches. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec les enfants? Des cartes d'émotion. Oui, les cartes d'émotion, enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on peut utiliser. Pré-ado, ado, je dis pré-ado parce que de plus en plus, 11, 12 ans, on a pratiqué, c'est quelque chose hein, quand on rencontre des enfants, surtout les filles. Hein. Les Mm, filles sont tellement plus matures. mm. Alors là, on cause. Ah On oui. va pas sortir les peluches mais moi, ce qui marche bien avec les pré-ados, c'est mon flip chart. Dans mon bureau, j'ai un flip chart avec des crayons de couleur que je laisse là. Et évidemment, il y a des feuilles. Et on Le parle, on flipchart, cause. c'est le paperboard, c'est Oui, ça? Ouais, ok. c'est chouette parce que vous remplacez par un autre mot anglais. Moi, OK, flip chart par paperboard, c'est noté. OK. Donc, alors, des fois, les enfants me parlent, puis un ado, et il y a difficulté, je dis, est-ce que tu souhaiterais utiliser le paperboard? Est-ce que Oui. Et là, il va aller dessiner, il va s'exprimer. Même des fois, ils vont écrire un message aux parents. Euh, donc, c'est pas une obligation. Mais avec les ados et pré-ados, les coca, c'est très populaire. Un peu de chocolat, quelque chose, et c'est quelque chose qui met. Et moi, je prends aussi la collation. Hein, Mm. c'est vraiment, on mange là, on prend, c'est quelque chose de Ah oui. convivial et ça met à l'aise et tranquillement, on va aller vers la situation. Manger ensemble, oui, c'est important. Et alors, Ah, je vois. quand il y a des dessins, est-ce que tu permets aux parents d'en prendre connaissance? Est-ce que tu les montres? Est-ce Mais que... ça dépend de l'enfant, Anne-Marion, parce que Ouais. tous les dessins, comme par exemple, j'en ai un autre ici, euh, donc, mais ça, c'est typiquement québécois, là. Arrêtons la chicane. Ouais. Donc, pour nous, vous, c'est la dispute. Mm.
classique. Quand l'enfant s'est exprimé, à la fin dans la synthèse, je lui dis, est-ce que le dessin que tu as fait, tu aimerais le présenter à tes parents? Est-ce que tu penses que ça pourrait les aider à comprendre ce que tu vis? Par exemple, l'enfant ici qui a 6 ans, et est-ce que tu le vois, Anne-Marion? Bon. Justesse. Alors, il est triste, très triste. Il est triste parce que les parents sont séparés, parce que s'il dispute constamment, parce que ses parents lui manquent. Et il pleure, puis il y a beaucoup de tristesse. Alors, donc, souvent, les enfants disent oui, je veux le présenter. Il y a d'autres fois qui disent non, je veux que ça reste entre nous. Ou des fois, ils disent, ben, je vais faire un autre dessin si c'est pour présenter à mes parents. Et quand le conflit de loyauté est très clivé, l'enfant fait 2 dessins. Ça, moi, ça m'a frappé. Un dessin pour papa, puis un dessin pour maman. Puis souvent, ils vont tenter de les faire à peu près identiques. Sinon, ça va faire des disputes. Ou ils vont demander à ce que le dessin soit présenté juste à papa, mais sans la présence de maman, etc. Mais avec les pré-ados, beaucoup d'écoute, d'empathie, d'ouverture, ne pas tenter de le convaincre de quoi que ce soit. On n'a pas à le convaincre de quoi que ce soit. On a juste à l'aider à s'exprimer et après de voir qu'est-ce qu'il pourrait dire à ses parents. Oui. On se demande si la parole de l'enfant est fiable. Est-ce qu'il y a des moments où tu perçois qu'il mente? Qu'est-ce que tu en fais de ça? Alors, je vais vous citer ce cher Gérard Poussin, psychologue, dans une conférence en France, une question semblable qu'on lui avait demandé. Il avait dit, l'enfant ne ment pas, mais il est immensément suggestible. Ah oui. Et j'ai trouvé que c'était tellement vrai dans les conflits de séparation parce que les parents suggèrent à l'enfant des comportements, des attitudes. Cette parole est piégée d'une certaine façon. Donc, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est vraie? Ben, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est bien d'inviter l'enfant à venir avec ses 2 parents parce que pendant plusieurs années, j'ai fait autrement. Et quand l'enfant est amené par la mère, il a été tellement conditionné par la mère, de façon directe, indirecte, la même chose. Et quand l'enfant parle à ses 2 parents, c'est différent ce qu'il va dire. Ah oui. De toute façon, comme je vous dis, il y a 4 paroles, hein? La parole à la mère, le père, au médiateur et celle donnée aux parents. Et celle donnée aux parents, elle est plus modérée. Elle est plus modérée. Hein? Et en fait, elle a été préparée aussi et modelée parce que quand l'enfant me dit, surtout un ado, me dit, je ne sais pas si je peux dire ça ici, mais vous savez, quand quelqu'un n'apprécie pas, par exemple, surtout le beau-père ou la belle-mère, les jeunes ne se retiennent pas hein, pour parler du beau-père et de la belle-mère. C'est quelque chose de très difficile à entendre. Et je leur dis, ah, mais qu'est-ce que tu souhaiterais, Marielle? Ben, moi, je souhaiterais que mon père soit plus présent. Est-ce que tu penses que tu pourrais lui en parler autrement pour qu'il ait plus d'écoute? Parce que si tu lui dis que la belle-mère est chiante, excusez, mais c'est ça qu'on entend, OK? Et que tu la détestes, ça se peut qu'il se ferme les oreilles. Mais si tu lui dis que qu'est-ce que tu en penses, Mariette? Ah, OK. Donc, on travaille ensemble cette parole qui va être mieux reçue. Et c'est ça que je disais décrypter. Il faut partir de cette parole peut-être crue et aller vérifier et puis après aider l'enfant à dire à ses parents pour qu'il y ait une meilleure écoute. Oui. C'est-à-dire que les enfants ne mentent pas, mais ils sont suggestibles. Ah, pelaille, oui. S'ils parlent à leurs 2 parents, finalement, ça réduit un peu l'intensité de cette suggestibilité. Il y a eu comme quelque chose qui se neutralise. Et les ados, ils ne sont pas du tout stratèges, ils sont bruts. Et donc, c'est comment les aider à le devenir un petit peu. Et donc, ce que j'entends, c'est que tu travailles avec eux leur propre reformulation. Ce n'est pas toi qui reformules à leur place. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas de dire non, ce qu'a voulu dire votre ado, c'est ça. C'est comment tu pourrais dire toi. Donc, c'est vraiment même un apprentissage qui est fait pour eux. Oui. Mais Anne-Marion, avec le blâme, on ne construit rien.
On construit rien. Donc, si par exemple un enfant dit mon père est jamais là, puis j'en ai marre, puis bon, etc. Mais qu'est-ce que tu souhaiterais? Tu souhaiterais que papa, je lui demande, qu'est-ce que tu souhaiterais? Je souhaiterais que mon père soit plus présent et que je puisse avoir du temps avec lui seul sans sa compagne. Ah, je pense que ça peut être dit. Et c'est pour ça que le médiateur va travailler tout ça parce qu'on fait ça avec les parents en conflit. On part de leurs besoins, trouver s'il y a quelque chose de commun et trouver des solutions. Donc oui, c'est un peu dans ce sens-là que je travaille. Formidable. Il y a beaucoup de questions sur le chat et puis après, alors il est 8 heures, donc je ne sais pas si on s'arrête. Vous êtes rendu à l'apéro, là, non? Encore longtemps. Oui, Catherine Diao. C'est Oui. tellement formidable. Il y a beaucoup de demandes d'ouvrages, de références qui pourraient aider sur la parole de l'enfant, sur la place du médiateur. Et je peux envoyer une bibliographie complète, voilà. là, parce qu'on est assez... la parole de l'enfant, il y a un livre, Conflit de loyauté, des gens qui ont... Voudraient voir ça. D'accord. Je vais envoyer au CEMA une bibliographie complète, pas de souci. Bah, c'est formidable. Alors, est-ce que j'ai oublié des questions essentielles? Certainement. J'ai l'impression qu'on a posé pas mal de choses. Catherine, est-ce que tu as aperçu d'autres questions? Est-ce qu'il y a des outils ou des... Oui, pardon. Oui, il y avait beaucoup de questions sur le chat et je pense qu'on n'a pas pu poser toutes les questions, mais je crois que malgré tout, de manière indirecte à minima, vous pourrez trouver un premier début de réponse. Peut-être, comment est-ce que vous décidez, Lorraine, de ce qui va être transcrit aux parents suite à la rencontre de l'enfant? Je ne sais pas si on l'a traité, ça. Est-ce qu'il y a un filtre qui est opéré? En fait, c'est avec l'enfant quand je fais la synthèse. Et c'est là où je travaille ce qu'il va dire à ses parents pour qu'il y ait une meilleure écoute. Donc, c'est pas moi qui décide. Par exemple, Catherine, une jeune fille qui s'entend très, très mal avec sa belle-mère, qui a 14 ans, et elle dit, moi, je veux parler à mon père avec toi. Je veux pas que ma mère soit là parce que ça va lui faire trop plaisir. Donc, alors, OK. Et c'est pour ça que je suis toujours très prudente quand je propose aux parents de venir. Je dis, ben, on verra après. Si on vous voit ensemble, séparément, on verra. Et donc, dans cette situation-là, on a vu le père seul avec sa fille et elle a pu lui dire des choses. Et ensuite, on a vu la mère. Donc, mais c'est toujours à partir de ce que l'enfant veut dire. Maintenant, l'enfant, des fois, peut oublier quelque chose. Je lui dis, il me semble qu'il y a autre chose que tu trouvais très important avec tes parents. Parce que moi, je prends des notes là, pendant que l'enfant, je ne suis pas une statue. Là. Alors, il me semble que tu m'avais dit que tu en avais marre des disputes. Oui, oui, oui. Il me semble. Donc, je ne vais pas lui dire quoi dire, mais il a oublié quelque chose d'important. Alors, si tu en as marre des disputes de tes parents, ben, qu'est-ce que tu aimerais que tes parents fassent? Ben, j'aimerais qu'ils se parlent comme deux étrangers. Ah, OK. Voilà. Donc, on peut dire ça aux parents. En tout cas, ça veut dire que vous ne rapportez pas la parole de l'enfant indépendamment de sa présence? Non. Jamais? Ah oui, parce que ça peut arriver, parce que là, si vous me posez, comme on dit, une colle, comme on dit chez nous, jamais, non. L'enfant peut être tellement perturbé avec une émotivité trop grande selon les événements qui se sont passés, qui me dit, Lorraine, je ne serais pas capable d'être présent. Est-ce que tu veux? Et là, je mets l'enfant à l'abri dans la petite pièce. Je fais la rencontre avec les parents, mais après, je vais le rechercher. Et à ce moment-là, peut-être, je prépare avec les parents, peut-être que les parents peuvent lui dire quelque chose pour le rassurer, pour lui dire, ben merci de ce que tu as dit à Madame Lorraine, on va faire attention. En fait, oui, mais je peux le mettre à l'abri, tout à fait, tout à fait. Oui. Dans un cas comme ça, c'était une des questions. Est-ce que ça vous est arrivé donc de rapporter la parole de l'enfant à sa demande, mais qu'il vous dise après, mais c'est pas ça que j'avais dit, et qu'il vous le reproche? Ben, il faudrait qu'il soit présent pour m'entendre, là. Mais ce qui est le plus chouette, Catherine, c'est que quand les enfants me disent j'aime mieux que toi tu le dises, je dis OK. Et il est assis à côté de moi et je dis
tu sais, Léo, je vais commencer, mais ça se peut que je le dise pas bien. Tu vas m'aider. OK, tu me surveilles selon l'âge. OK, donc j'y vais et je dis, ben, Léo aimerait que vous puissiez faire la paix et vous parler plus calmement. Et des fois, l'enfant rajoute, dit très calmement, très, très calmement, avec respect. Donc, des fois, l'enfant vient en rajouter ou des fois, l'enfant va me corriger pour dire, mais il est là. Mais s'il n'est pas là, il ne pourra pas me corriger. Je veux dire, mais c'est l'avantage de sa présence, oui. Mhm. Ouais, ce qu'on Ouais. entend, Lorraine, c'est que tu as vraiment une écoute très grande, très vivante, très intéressée et très respectueuse de l'enfant, Mhm. de ses Mhm. besoins, que tu colles vraiment à ce qu'il a besoin de dire, que tu valides tout avec lui, Mhm. vraiment dans une logique de précaution et même de protection, Oui. dans le respect des parents, mais tout en cadrant ses parents, en leur disant pas de négociation en présence de l'enfant, pas de préparation dans la voiture, pas de questionnement Très. autour. Pendant l'entretien avec l'enfant, vous allez au café, vous ne restez pas ensemble. Donc, tout est vraiment, il y a des barrières de sécurité qui sont aussi le reflet de ta très grande compétence, qui est à la fois, donc on voit tout ça, le reflet des qualités personnelles, des compétences sur la psychologie de l'enfant et aussi un processus qui est vraiment ultra bordé. Et c'est ça, en fait, ce qui fait des Et miracles. Anne-Marion, si tu permets rapidement, ce sont beaucoup les enfants qui m'ont appris. Euh, à partir de 8 ans, chaque enfant remplit un questionnaire. Ça fait 40 ans que je le fais, ou 35 à peu près. Les enfants remplissent un questionnaire, les parents aussi, et j'ai beaucoup appris. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié de la rencontre de médiation? Alors, la réponse, c'est j'ai pu te parler à toi seul. Tu m'as écouté vraiment. Vous voyez, j'avais apporté avec moi, je vais vous le montrer, mais je l'utilise avec les parents, c'est tellement beau. Papa, maman, écoutez-moi vraiment de Jacques Salomon. Alors, moi, je pense que le médiateur doit écouter vraiment. Donc, Oui. c'est vraiment une écoute non suggestive et accompagner l'enfant pour dire à ses parents ou s'exprimer, mais n'est pas responsable du résultat. C'est peut-être des fois ça qui fait peur au médiateur. Et puis pour le Oui, coup, oui, je trouve qu'on a déjà de la conduite de changement à faire pour avoir sa posture de oui, médiateur neutre, oui, impartial, oui, ouvert. Mais avec l'enfant, il y a encore plus un renversement puisqu'on a l'habitude de penser qu'on sait mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui. oui, Là, il y a mhm, vraiment un renversement de posture oui, et qui oui, s'illustre quand tu dis, moi, je m'assieds au niveau de l'enfant physiquement. oui, mhm, mhm, mhm. Et c'est Ah oui, vraiment, il y a oui, tout là-dedans, en fait. oui, Donc, oui. tu dis, moi, j'ai confiance dans l'enfant, dans son intelligence, dans sa créativité, dans sa capacité à trouver des solutions, à s'exprimer par lui-même, à dire sa vérité. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, je crois. Mhm, mhm. Merci, merci, c'est une belle synthèse. Merci beaucoup. Oui. Alors, donc, on va conclure parce qu'il est déjà 20h06, mais j'en déduis qu'il doit être 13h36 à Et Québec, c'est ça, ben moi, Lorraine? j'ai 14 heures, moi, j'ai À 14h10, là. Bon, à en tout cas. 14h10, d'accord. Alors, on a duré un petit peu plus Mais longtemps. ça va, il n'y a pas de souci. On est avec vous, pas de problème. Ah bon. Alors, vraiment, merci infiniment, Lorraine et Anne-Marion, pour cette conférence qui était tout à fait passionnante. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment eu cette impression saisissante et j'imagine que je ne suis pas la seule d'être en médiation donc avec vous, Lorraine, avec l'enfant, avec les parents. Et personnellement, moi, ça m'a offert mille et un trucs, mille et une astuces qui me permettront, j'espère, d'améliorer ma pratique de médiatrice familiale. J'espère que ça va vous permettre aussi d'améliorer ou en tout cas peut-être d'oser sauter le pas, oser faire quelque chose de différent Oui, et mhm. rentrer dans ce changement de paradigme où finalement c'est l'enfant qui va nous apprendre quelque chose. Il y a eu beaucoup d'intérêt pour la plaquette, pour ce Oui, questionnaire. oui, Comme oui, je je vous dis, l'envoie. Mhm. voilà, donc on va, si vous en êtes d'accord, on le mettra Oui. sur le Mhm. site du SEMA. Vous aurez aussi un accès à Mhm. la vidéo pour ceux qui l'ont pris en cours de route ou qui souhaiteraient pouvoir revoir cette conférence qui était très, très riche et qui permet de comprendre tout l'intérêt, je crois, de l'écoute de l'enfant, tout ce que ça peut apporter aux enfants, aux parents, aux médiateurs et aussi au processus de médiation familiale. Et une des choses que j'aimerais retenir, c'est
la notion de décision stratégique que j'ai beaucoup appréciée, cette Oui. décision stratégique du médiateur. Mhm, C'est-à-dire que l'écoute de l'enfant, c'est quelque chose qui est construit et qui est réfléchi, mhm. et c'est une décision en connaissance de cause. Donc, ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité, c'est peut-être ça qui fait peur, mais en tout cas stratégique, parce que ça va forcément avoir un impact sur la médiation. Alors, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, j'imagine qu'il y en a qui aimeraient pouvoir se former pour être sûr de prendre la bonne décision stratégique. Donc, on a vu qu'il y avait le DU auditeur d'enfants. Je crois savoir que vous êtes donc aussi formatrice, Lorraine. Donc, je me dis peut-être que si vous venez ou peut-être même à distance, on pourrait organiser quelque chose en Mhm, plus de ce DU d'auditeur d'enfants où certainement vous allez apparaître. Tout à fait. mhm. Oui, vous avez Lorraine noté. intervient 2 journées dans les 15 que compte ce DU. Et Catherine aussi, tu nous fais l'honneur de venir former à la restitution aux parents avec les outils de communication, puisque ça, c'est quand même essentiel. Alors donc là, c'est vraiment pour ceux qui veulent une formation complète, il y a ce DU auditeur d'enfants. Peut-être qu'on pourrait imaginer, on verra, s'il y a des demandes, une formation peut-être plus courte aussi, avec Lorraine et Anne-Marion qui est également spécialisée sur ça. Donc merci infiniment Lorraine et Anne-Marion. On va se retrouver, et merci aussi à toutes les questions que vous avez posées qui ont permis vraiment d'enrichir ce webinaire. On se retrouvera pour le 12e webinaire du CEMA. Une petite précision, ce ne sera pas en mai. Avec tous les ponts, on se dit qu'on allait plutôt faire ça en juin. En juin, il y aura 2 webinaires. Et le 12e aura lieu le 2 juin, mercredi. Pourquoi un mercredi? Parce que ce sera sur la médiation scolaire avec Jean-Pierre Bonafé-Schmitt. OK. Donc, le 12e webinaire du CEMA sur la médiation scolaire, le mercredi 2 juin à 18h30. Donc, encore infiniment merci, Oui, Lorraine, Anne-Marion. oui. Merci à tous les… Merci à vous. Je trouve que c'est une occasion et merci Anne-Marion d'avoir été si pertinente pour poser vos questions. Mais pour moi, c'était très agréable et très enrichissant de m'obliger à faire une synthèse parce que Anne-Marion m'avait envoyé ses questions à l'avance, donc de faire une synthèse et je trouve que c'est très riche comme partage et toujours un plaisir de poursuivre le partage dans la francophonie avec vous. Il n'y a pas de souci, on garde contact. Alors, j'ai vu la plaquette, la bibliographie et quelqu'un voulait le questionnaire de l'enfant. Je l'envoie, pas de souci. Bon, Et vous pouvez l'adapter. merci infiniment. Merci. Merci. C'est l'heure de l'apéro? Là. Oui, oui, à peu Allez, près, à peu près. Donc, allez. excellente soirée à tous. Très Oui, bonne bonne soirée. journée, Lorraine. Et excellent Merci. week-end à tous. Et on vous retrouvera donc le 2 juin. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bien. Bon Bye. courage pour le confinement. Merci. Vous Merci. aussi.